Bonjour. Ok. Tout d'abord, merci d'être venu. Bonjour à tous. Je ne m'attendais pas à autant de monde, hein. Donc, si vous voulez encore changer, c'est possible. Euh, oui, bon. Donc, je vais parler aujourd'hui, je vais faire une petite introduction sur le protocole MQTT. Avant toute chose, je voulais m'excuser parce que ça ne sera pas aussi passionnant que ce que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Ce matin, c'était quelque chose d'assez sympa. Et ça va faire bien fade à côté, quoi. Aussi, le protocole MQTT, je vais faire vraiment une introduction parce que j'ai pas beaucoup de temps et donc du coup, je vais faire dans les grandes lignées, quoi. Avant toute chose, je me présente. Je suis Sylvain Maucourt. Vous pouvez me retrouver sur GitHub ou Twitter. Je suis leader technique IoT chez Edelia, c'est une filiale d'EDF. Et donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais avant tout, je vais essayer de poser un petit peu ce qu'est l'IoT. Donc, moi, je le définis comme étant des appareils qui communiquent avec peu de ressources, de façon générale, et de manière autonome, donc batterie, etc. Et le protocole MQTT, d'abord, c'est un protocole, il faut arriver à se mettre ça en tête. Souvent, on le confond avec un broker. Les grandes lignes, on va dire, ce serait qu'il marche sur la couche TCP. Il fonctionne en mode pub-sub et il a une qualité de service. Alors, bon, je sais que c'est l'heure du repas, donc je vais directement aller à la conclusion, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc, en gros, c'est idéal dans le monde du mobile et de l'IoT. Il propose un système de push qui est assez simple à mettre en place. Le gros avantage, ça reste aussi la qualité de service au niveau de la délivrance des messages. Il existe aussi le support WebSocket. Et globalement, dans cet univers-là, il est plus performant que les autres protocoles proposés sur le marché. Alors, c'est pour qui ? On le retrouve aussi bien dans le domaine de la télémétrie. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait imaginer, c'est les petits Arduino. On le retrouve sur une couche un peu au-dessus, que j'appelle le SmartThings. Donc c'est ce que propose justement Android avec l'Android Things. C'est le Raspberry, quoi, globalement. Et on le retrouve aussi dans l'univers du mobile. Le gros fait d'armes, c'est Facebook qui l'utilise ou qui l'utilisait dans son application de chat. Donc il y a des écrits qui datent de 2013, mais je n'ai pas pu retrouver plus récent. On s'en sert aussi dans des applications qui auraient besoin de pousser des informations comme par exemple des positions, donc tout ce qui touche au temps réel. Et on le retrouve aussi inversement dans des applications qui auraient besoin d'être mises à jour en flux tendu. Donc Facebook aussi l'utilise par exemple pour son feeder et mettre à jour par exemple les likes, etc. en temps réel. Donc la première grande fonctionnalité de ce protocole, c'est le pub-sub. C'est donc, pour résumer, un appareil qui pourrait émettre une information. Donc dans le cas présent, c'est un thermomètre. Et toutes les personnes qui ont souscrit à cette information donc, le reçoivent. Donc on a vraiment la dimension du one-to-many. Par le biais du broker, le thermomètre n'est pas du tout en relation directe avec les appareils qui ont souscrit à l'information. Et gros avantage, tout le monde peut publier et souscrire. Il n'y a vraiment pas de contraintes là-dessus. Les topics, il faut le considérer comme l'autoroute de l'information. Par rapport au schéma précédent, on va publier donc sur un topic. Le topic, il est calibré avec des slash qui correspondent un petit peu à l'organisation de l'information. Donc, dans le cas présent, c'est le sensor, device 1, l'identifiant, et puis dans le cas présent, c'était la température. Et tous les appareils qui veulent souscrire à cette information vont soit souscrire sur le même topic, exactement le même, soit utiliser des caractères spéciaux comme le plus ou le dièse, qui permettent donc du coup, dans le deuxième cas, avec le plus, de souscrire à toutes les températures de tous les sensors, device 1, 2 et 3, etc. Et dans le dernier, qui permet en fait de récupérer à la fois la température, mais par exemple le niveau de batterie ou une autre information qui serait poussée par le device. Le payload, c'est l'information qui est véhiculée. Dans le broker MQTT, c'est du binaire, donc on ne s'associe pas forcément de la structure même du message. Et les écrits parlent de 256 mégaoctets maximum
sur le payload, mais alors ça c'est à la discrétion du broker, ça peut aller du 128 kilooctets sur certains, comme beaucoup plus. Mais bon, 256 sur ce genre de technologie, je demande à voir un petit peu quand même. Alors la qualité de service, ça c'est l'autre point positif de ce protocole. Il propose 3 niveaux. Donc le niveau 1, c'est le message est délivré au mieux une fois. Dans le second niveau, niveau 1, il est livré au moins une fois. Et le niveau 2, c'est livré exactement une fois. Il faut savoir que le niveau 2, en fait, est très rarement implémenté. Et à la limite, je ne serais pas surpris s'il disparaissait dans le temps. Parce que les performances ne sont vraiment pas au rendez-vous et que globalement, les use cases n'existent pas. Enfin, le transport... Donc TCP, comme j'ai pu vous le dire, c'est le transport historique. Il existe depuis quelques années maintenant la possibilité d'utiliser le WebSocket. Pas mal de brokers proposent ce moyen de transport. Ça permet donc du coup de pouvoir consommer l'information, de consommer et de publier depuis un navigateur, hein, tout simplement. Et enfin, depuis aussi quelques temps, il existe une version allégée du broker, du protocole sur la couche UDP, pour des appareils qui auraient encore moins de ressources. La sécurité dans le domaine du broker MQTT, eh ben, on retrouve la couche TLS au niveau TCP. Il y a aussi la possibilité d'utiliser un mot de passe à la connexion. Donc il y a le login mot de passe. À la connexion, on a une dimension de client ID. Donc celui-ci peut être utilisé aussi comme étant un moyen d'identification. Et enfin, il reste la version du payload où il suffit d'encrypter le contenu, tout simplement. Alors, les performances, j'ai pu retrouver des informations. Malheureusement, je n'ai pas pu récupérer de graphes parce que je pense que la page a peut-être un peu disparu. Mais voilà ce que j'avais récupéré il y a quelques temps sur le sujet. Globalement, par rapport à d'autres protocoles, dans le cas présent, le HTTP, on estime que c'est donc 93 fois plus rapide en termes de débit. 12 fois moins gourmand à l'envoi, 170 fois moins gourmand à la réception, et bon, globalement, ça consomme 8 fois moins de réseau. Bon, il faut partir du principe qu'il s'agit d'une connexion TCP permanente et que les informations qui sont véhiculées dans le cadre du broker MQTT, du protocole MQTT, sont donc vraiment les informations minimales. Il n'y a pas de pooling côté HTTP pour avoir le même genre d'informations, ni d'en-tête comme on peut le connaître dans la couche HTTP. Donc ceci explique cela. Les alternatives, eh bien, on connaît des protocoles comme le XMPP ou l'AMQP. C'est quelque chose qui pourrait être utilisé puisqu'en fait on retrouve cette dimension ces protocoles-là sur les mêmes brokers que sur la couche MQTT. Dans le contexte d'applications mobiles ou sur des matériels IoT, c'est trop complexe à mettre en place. Un autre protocole qui a le vent en poupe, c'est le CoAP. Il s'agit en fait d'un assimilé au REST-JSON, mais basé sur l'UDP au lieu du TCP. Donc pareil, ça c'est très intéressant. Ça permet de ne plus avoir besoin de brokers, puisqu'en fait les appareils communiquent entre eux, par exemple en multicast. En contrepartie, il faut absolument maîtriser le réseau. Ça devient difficile d'imaginer ce protocole sur Internet, par exemple. Enfin, une belle alternative, ça reste le HTTP2. Qui propose un mécanisme de publication et de souscription. Il s'y prête très bien, mais il est encore aujourd'hui très jeune par rapport au MQTT et il n'existe pas forcément des couches utilisables aujourd'hui sur les appareils qui sont actuellement en production. Voilà, alors il me reste exactement 5 minutes. J'avais prévu justement les questions dans la session. Je vous écoute.
Donc la question, c'est est-ce que dans la qualité de service, il y a une dimension de temps qui est prise en compte? Non. Le protocole, en tout cas, lui-même, ne prend pas ça en considération. Il s'assure juste que, suivant le choix qui a été sélectionné au moment de la publication de l'information ou au moment de la souscription, la qualité de service s'applique dans les deux sens. On peut donc publier en disant je le publie en niveau 1, par exemple, mais le délai n'est pas pris en considération là-dessus. L'ordre d'arrivée non plus n'est pas pris en considération dans le protocole. Après, il faut voir que ce protocole est donc implémenté différemment dans chacun des brokers qui le proposent. Par exemple, on peut le retrouver dans RabbitMQ, dans ActiveMQ, dans VernMQ, etc. Et là, en fait, c'est un peu à la discrétion du broker, hein. Donc certains vont proposer justement des payloads de tailles différentes et ainsi de suite. Et la qualité de service, c'est un peu pareil. Là-dessus, tous ne l'implémentent pas forcément de la même façon. Donc il faut un peu regarder effectivement en fonction des brokers. Oui. Ouais. Pour le plus rapide en débit? Ouais, je pense que là, ce qui avait été dans ce cas de figure, en fait, j'avais déjà récupéré effectivement il y a quelques temps les statistiques et j'avais essayé de les retrouver, je les ai pas retrouvées. Mais dans ce cas de figure-là, effectivement, il faisait la comparaison comme s'il avait à véhiculer le même nombre d'octets. Dans le cas de figure du HTTP, il aurait été obligé d'encapsuler complètement l'information avec d'autres octets. Et c'est de ce biais-là qu'il expliquait que c'était plus rapide dans le sens où l'information était plus rapide à fournir. Ça ne va pas aller améliorer le débit physique du réseau, hein, ça c'est sûr. Voilà, mais... Voilà. Ah ben, dans le cadre du protocole MQTT, il n'y a pas d'overrun en fait. Il faut voir que c'est une connexion donc TCP permanente qui est gardée au moment de la connexion jusqu'à la fermeture de la communication. Et donc, les octets qui sont envoyés sont quasiment... Enfin, l'overhead est quasiment minime en termes de paquets supplémentaires nécessaires juste au routage de l'information, quoi. Oui, bah, ouais. Après, il faut... Enfin, faut... Je suis d'accord que là-dessus, je pense qu'il faut que je retrouve peut-être les origines de ces chiffres-là. Dans tous les cas, il faut partir du principe qu'on n'a pas le surcoût comme on pourrait l'avoir dans le HTTP avec une ouverture de session, enfin une ouverture de connexion, l'entête, le message, puis après la fermeture, quoi. Oui. Alors, bah, je pense complètement, puisque moi, je l'ai utilisé justement sur Android tout court. Donc, à ce que j'en ai compris, il n'y a pas tant de différence que ça. Si c'est la même base, clairement, ouais, tout à fait. Et c'est assez mature aujourd'hui. On peut aussi bien l'utiliser nativement en Android comme en utilisant des technologies PhoneGap ou autres qui pourraient le faire en JavaScript, quoi. Une dernière question, oui. Ah. Alors, il existe des sociétés qui proposent le broker, on va dire, enfin, SaaS, par exemple. On le retrouve... Enfin, c'est exactement ce protocole qui est utilisé, par exemple, dans Amazon IoT. C'est aussi ce protocole qu'on retrouve chez Microsoft IoT et ainsi de suite. Donc, on peut avoir des brokers comme Zivli, par exemple, où on le consomme enfin, on paye pour ça. Ou sinon, effectivement, il faut héberger par soi-même sur ses serveurs un broker qui aurait la fonctionnalité, quoi. Ah, enfin, ça fonctionne, oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, sur Raspberry, ça marche très très bien. Ça demande très peu de ressources. Bon, mais merci beaucoup en tout cas. 7 secondes, merci.